suis heureux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de vous retrouver à ce nouveau numéro de l'Entretien. L'Entretien, le magazine qui est destiné aux chercheurs, je le rappelle, aux créateurs, aux intellectuels et autres artistes. La pensée de Cheikh Anta Diop va être enseignée dans nos écoles. Cette décision a été rendue publique par le gouvernement à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire du décès du savant en ce mois de février 2016. Alors, quelles sont les bases de cette pensée de Cheikh Anta Diop? Nous en parlerons au cours de ce numéro de l'Entretien. Et puis 2016, c'est aussi le 50e anniversaire du premier Festival mondial des arts nègres qui a consacré Cheikh Anta Diop un des intellectuels les plus influents du XXe siècle. 2016, en ce qui concerne les droits de l'homme et la bonne gouvernance, on peut dire qu'il y a 240 ans, eh bien, la révolution des Torodo est lancée une charte de bonne gouvernance et aussi des principes de bonne gouvernance et de démocratie. Et ces éléments étaient aussi dans la charte du Mandé de Kourkan-Fougan de 1232. Alors, pour parler de toutes ces questions, nous avons invité sur ce plateau le professeur Omar Dioum. Omar Dioum, bienvenue sur ce plateau. Ça fait 2-3 ans qu'on ne s'est pas vu sur ce plateau. Je suis heureux de vous retrouver pour qu'on en parle parce que je rappelle que vous donnez des enseignements dans les écoles où l'on forme les ingénieurs. Mais là, je vous invite, vous précisez que vous êtes historien des sciences exactes. Merci Sada. Et merci de me permettre, quelquefois sans le faire exprès, inconsciemment, de déraper en te tutoyant, parce que nous sommes des amis d'enfance, nous avons grandi ensemble dans la même rue. À la Médina. D'ailleurs, nos maisons paternelles sont encore au même endroit. Bien sûr. Et Jacques Prévert avait dit qu'on dit tu à ceux qu'on aime. Et tu connais très bien Jacques Prévert. Très bien. Alors, je suis professeur donc d'école d'ingénieurs. Oui. Mais vous précisez que vous êtes historien des sciences exactes. Historien des sciences exactes, parce que quand j'étais en 5e année de formation d'ingénieur, en dernière année de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, j'avais suivi, parce que Cheikh Antaïste, un cours à option en histoire des mathématiques, que j'avais bien réussi, et pour lequel j'avais effectué déjà des travaux de recherche, à l'époque sous la direction du professeur Jean de Zibenthal, qui était un catholique monarchiste ultra-conservateur, mais qui était un grand historien des sciences exactes, et qui a écrit les mathématiques de l'Europe médiévale. Et le professeur d'origine indienne, Shristidhar Chatterjee, qui était mon professeur donc, de calcul des probabilités, de théorie des probabilités, de théorie de la mesure et de l'intégration, et qui est historien des mathématiques. Et donc cette chaire d'histoire des mathématiques existe toujours à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et c'est le professeur Jean de Zibenthal qui l'a créé, dont j'ai été l'étudiant et dont j'ai été l'assistant à un moment donné. Donc c'est pour ça que je dis que parmi mes réalisations, je suis un historien des sciences exactes. Je ne suis pas un historien, n'est-ce pas, de vocation ou de formation a priori. Oui. Mais je suis Cheikh Antaïste et historien des sciences exactes. Alors, avant, on va parler tout de suite de Cheikh Anta, mais historien des sciences exactes, particulièrement, ça veut dire quoi pour que les gens comprennent? Ça veut dire que on utilise l'investigation historique pour éclairer le public et les spécialistes et les chercheurs sur le processus de développement des sciences exactes. Très bien. À l'école polytechnique fédérale de Lausanne, pour être plus précis, par exemple, j'avais fait un travail sur les équations du troisième et quatrième degré au XVIe siècle en Italie, au moment donc de l'émergence et du succès donc de l'économie italienne, avec les banquiers florentins qui avaient besoin de l'appoint des mathématiciens. Donc, par exemple, Geronimo Cardano, qui a inventé le cardan des voitures, cardan. Très bien. Et par exemple, le calcul intégral d'Archimède jusqu'à Cauchy. Et je vais revenir à Cheikh Anta, parce que j'ai appris par le professeur Jean de Zibenthal, comme Cheikh Anta l'avait dit, par un historien grec du 5e siècle, avant Jésus-Christ, Proclus le Diadoque, que Thalès de Milet s'était rendu en Égypte pour apprendre la géométrie. Très bien. Alors, vous l'avez déjà annoncé, vous êtes disciple de Cheikh Anta, et quand on préparait cette émission, vous m'avez même dit, moi je ne suis pas un militant de la 25 heures. Alors, vous vous considérez donc comme faisant partie de ses héritiers. Est-ce que cela veut dire ceci? Et puis, puisque vous dites vous-même que votre vision vous rattache, vous colle à Cheikh Anta Diop. Non, les héritiers, c'est d'abord le professeur Théophile Obenga. Oui. Ensuite, le professeur Diallo Diop. Mais vous êtes nombreux, pas seulement eux, Aboubakry Moussa Lam. Ensuite, M. Moustapha
Diop. Je dis cela parce que il y en a d'autres. Moi, je suis un simple militant encore du Cheikh Antaïsme. Le fait est que 40 ans après, depuis 1976, je suis encore sur les mêmes convictions, avec les mêmes personnes. N'est-ce pas? La phrase que vous utilisez, ma vision se rattache à celle de Cheikh Anta Diop. Ma vision se rattache à celle de Cheikh Anta Diop, qui, sur le plan épistémologique, le professeur Obenga l'a rappelé le jour de la cérémonie officielle de lancement, n'est-ce pas, des festivités de la commémoration du 30e anniversaire donc, du décès du professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Obenga a rappelé les 4 piliers de la vision de Cheikh Anta Diop. Les concepts de conscience historique, le concept de précolonial, le concept d'antériorité et le concept d'unité culturelle. Et le professeur Obenga a insisté pour dire que le professeur Cheikh Anta Diop ne parlait pas d'ethnie, il parlait de nation. Et à partir de ces 4 piliers, l'idée et la notion et le concept de renaissance africaine, n'est-ce pas, en sont concomitantes. Renaissance africaine dont le professeur Cheikh Anta Diop a parlé, a été le premier à parler en ces termes explicites que j'ai développé dans ce livre que tu connais, en 1948, en novembre 1948, dans un article de la revue du Musée Vivant, sous le titre « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?» Et il a réactualisé ce concept en 1977 dans une entrevue donnée au docteur Carlos Moore, qui est un Cubain d'ascendance africaine. Alors, très bien. Alors, dites-moi, professeur Oumar Dioum, donc la pensée de Cheikh Anta va être enseignée. Alors, c'est vrai, Khadim Ndiaye, un ami qui est au Canada, a lancé d'ailleurs une pétition sur les réseaux sociaux pour que cet enseignement soit enseigné. Peut-être que c'est fait pour quelque chose, mais c'est un combat qui a été gagné. Vous rappelez que cette pensée a ces grands concepts, l'Afrique postcoloniale, l'antériorité, l'unité culturelle, la conscience historique, mais qu'est-ce que cela va induire de l'enseignement? Je voudrais d'abord dire que le combat n'est pas encore gagné, parce que Cheikh Anta, dans la préface donc de civilisation ou barbarie, dit quelque part, maintenant que la bataille est pratiquement gagnée. Parce que Cheikh Anta choisit toujours ses mots. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sache pas qu'à l'université de Dakar, en faculté de lettres et sciences humaines, où il a officié, où il a formé d'illustres chercheurs, je ne sache pas qu'en première année d'histoire, il y ait un tronc commun enseignant la vie et l'œuvre de Cheikh Anta Diop. J'ai d'ailleurs posé cette question-là parmi les premiers, en tout cas, il y a quelques années de cela, quand le professeur Saliou Ndiaye était encore recteur de l'université. J'ai demandé, est-ce qu'un tel enseignement de tronc commun existe en première année d'histoire? J'aurais même pu dire en première année de toutes les facultés, n'est-ce pas? Et je dirais après pourquoi. Et pourquoi aussi à la faculté donc de pharmacie, nous avons la statue de Galien de Smyrne, Galien qui est le patron des pharmaciens, qui a dit, et Cheikh Anta le rapporte, dans Civilisation ou Barbarie, à la page 277, je regrette d'être aussi précis, parce qu'il paraît que c'est pas faire preuve d'intelligence que de citer quelle page. Si. Ça prouve qu'on retient ce qu'on lit. Non, quelqu'un me l'a reproché un jour. Mais bref, c'est pas un défaut. Cheikh Anta reprend Galien, qui dit textuellement, Galien de Smyrne, médecin grec de Smyrne en Asie mineure, qui est le patron des pharmaciens. Galien dit du nègre, le nègre est un être hilare au sexe démesurément long. Citation. Comment est-il possible, alors que cette statue de Galien était encore là, en 66, quand j'entrais en fac des sciences, qu'elle soit encore là devant la faculté de pharmacie, alors que Cheikh Anta n'a pas de statue au carrefour des 4 facultés et de la bibliothèque de l'université. J'avais posé cette question à l'époque et je n'avais pas reçu de réponse. Très bien. Et donc on a dit, je termine sur ça, qu'on avait l'intention d'introduire dans l'enseignement secondaire, j'ai entendu l'enseignement secondaire, et dans d'autres ordres d'enseignement, mais pas encore à l'université, la vie et l'œuvre de Cheikh Anta. Dans une autre émission, Impression a dit que l'enseignement, ils le font de toute façon. L'enseignement, ils le font pour des spécialistes, c'est cela. Pour les égyptologues. Moi, je parle d'un tronc commun. Oui, d'accord, très bien. Pourquoi je dis un tronc commun? Parce que toutes les disciplines que Cheikh Anta a embrassées, du point de vue épistémologique, sont des disciplines transversales. Par exemple, on pourrait très bien imaginer un enseignement donc, de la pensée de Cheikh Anta dans toutes les facultés, dans la mesure où, par exemple, quand vous prenez la faculté de lettres, en philosophie, la partie logique est une partie qui peut très bien s'enseigner en faculté des sciences.
pour avoir été étudiant en système logique et machine séquentielle à Lausanne, je sais de quoi je parle. Très bien. En géographie, la géographie est la science des militaires. Elle peut très bien s'enseigner aussi. Donc en faculté des sciences. La linguistique, c'est la même chose. Très bien. Les sciences des médiévistes, les historiens médiévistes, c'est la même chose. L'archéologie du professeur Bokoum qui fait parler les pierres et les vestiges, n'est-ce pas, à la place de l'écriture, peut s'enseigner aussi. Donc il doit y avoir... Et cette question, je l'ai posée à l'époque où le recteur Saliou Ndiaye était encore recteur de l'université. Très bien. Dites-moi, professeur Oumar Dioum, alors on a parlé de Renaissance africaine, évidemment, Cheikh a parlé de cela, il a même montré que ce concept, il a montré l'évolution de ce concept, mais ce que je veux dire là, et alors d'une certaine manière, est-ce que les poètes de la négritude, n'est-ce pas, qui sont les contemporains de Cheikh Anta Diop, menaient le même combat pour la Renaissance africaine, mais Cheikh Anta pensait qu'il n'avait pas les armes adéquates. As-tu raison de dire cela? Je ne crois pas. D'abord, ils ne menaient pas le même combat. Ah, ils ne menaient pas parce le même que combat. eux, Cheikh Anta l'a dit et écrit dans Civilisation ou Barbarie, il l'a démontré avant. Oui. Eux, ces poètes de la négritude, avec des sensations plus ou moins justes et différentes selon les personnes et selon leur tempérament. Oui. Parce que la négritude de Césaire a quelques différences avec celle de Senghor. Même si Césaire a dit Léopold est mon frère fondamental. L'aspect psychologique de l'identité culturelle, c'est le troisième. Celui qu'il est difficile d'appréhender objectivement. C'est cet aspect que les poètes de la négritude ont développé. Et Cheikh a montré que c'est parce qu'ils n'avaient pas les armes sur le plan scientifique et technologique pour affronter les deux autres aspects de l'identité culturelle, c'est-à-dire le facteur linguistique et le facteur historique. Ce sont ces trois facteurs-là qui combinés, n'est-ce pas, donnent l'identité culturelle. Donc la Renaissance africaine, n'est-ce pas, est consubstantielle, n'est-ce pas, d'une identité culturelle bien comprise et bien assumée. Alors, Cheikh Anta disait aussi que pour retrouver notre créativité, il faut nécessairement recouvrer notre pouvoir économique. Alors, Aboubakar Moussalam, c'est-à-dire contrôler un peu nos ressources naturelles. Je ne sais pas si c'est cela que cela veut dire. Il ne suffit pas seulement de contrôler nos ressources naturelles. Oui. Il faut être capable de les transformer, avoir une valeur ajoutée. Il y a des pays qui n'ont aucune ressource naturelle, pratiquement, comme la Suisse, mais qui ont toujours eu une économie du faire-faire et du savoir-faire. Le faire-faire et le savoir-faire. Adossé au savoir-être et au savoir-faire. Et de ce point de vue-là, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, il faut inventorier nos ressources. Et Cheikh Anta l'a fait. Ça, ce sont des potentialités. En 1994, j'avais donné une conférence à Montréal dans laquelle je disais que j'avais appris que la Banque africaine de développement disait qu'elle voulait construire une ligne de haute tension entre le barrage d'Inga et le Caire, une ligne de 4500 km pour transporter l'électricité. Ça n'a pas encore été fait. Or, ça, Cheikh Anta en avait déjà parlé dans les fondements, n'est-ce pas, en 1959-60. Donc, il y a la question pour la renaissance de la créativité. Le mot créativité, qui nous renvoie à l'immatériel et au matériel, qui nous renvoie aux deux. Cheikh Anta disait que pour survivre, il faut créer, et pour créer, il faut survivre. Très bien. Et la Renaissance africaine, pour paraphraser Lénine, son fameux les soviets, le communisme, ce sont les soviets plus l'électricité. On peut paraphraser Lénine en disant la Renaissance africaine, c'est le panafricanisme plus le cheikhantaïsme. Très bien. Alors, ou la cheikhantaïté. Mais alors, justement, aujourd'hui, 30 ans après sa mort, justement, comment doit être un disciple de Cheikh Anta Diop dans son comportement, dans son combat de tous les jours? Un chercheur a dit qu'il faut maîtriser plusieurs disciplines et avoir du courage. C'est Doué Nyoncéa qui a dit qu'il faut la pluridisciplinarité et le courage. Oui. Comme le montre l'exemple du professeur Diallo Diop, RND par exemple, qui est docteur en médecine, spécialiste en biologie moléculaire et philosophe. Il y a aussi l'éthique politique, dont Cheikh Anta a été le premier à exprimer en des mots sans ambiguïté une vision concrète. En 83,
il a accordé une interview à Jeune Afrique que j'ai retrouvée, où il dit le pouvoir politique pour le pouvoir politique ne m'intéresse pas. Et où il disait que ce qui est fondamental dans la lutte, dans nos enseignements, c'est la réforme de l'enseignement de l'histoire et la question des langues nationales. Cette éthique-là, le professeur Sekene Modi Sissoko parle de cette éthique du cheikhantaïsme dans un hommage qui lui a été rendu en 1987 dans Afrique Histoire. Le professeur Amouzouvi Akakpo de l'Université du Bénin, dans ce même numéro d'Afrique Histoire, dit « Cheikh Anta, tu as préféré l'honneur aux honneurs ». L'honneur aux honneurs. C'est le professeur Akakpo qui a dit ça. C'est ça l'éthique cheikhantaïste et l'éthique cheikhantaïenne, si l'on veut. Oui. Alors, dis-moi, professeur Omar Dioum. Alors aujourd'hui, quand on pense à Cheikh Anta, on pense vraiment aux grands scientifiques, n'est-ce pas? Mais les hommes de culture, est-ce qu'ils ne devraient pas, eux aussi, le vénérer en quelque sorte, parce qu'ils pensent que la culture doit être un tremplin? Justement, c'est pour cela qu'il a développé le concept d'identité culturelle. Oui. Et à la fin de l'article de 1948, le premier, il avait 25 ans, où il disait quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? Il parlait de la tradition dans la conclusion en disant que il faudra s'appuyer sur cette tradition-là, sur ce qui est exploitable et utilisable. Je ne cite pas à la lettre, oui, mais l'esprit, oui, c'est que sur cette tradition, il faudra s'y appuyer comme ressort. Il voulait dire, bien entendu, ce qui est adaptable aux exigences de son époque. oui. Parce que la modernité, ce n'est pas l'occidentalité. Oui, la modernité, c'est la capacité de penser les problèmes actuels que l'on vit en fonction des éléments dont on dispose et puis des ressources puisées du passé. Ressources qu'on peut utiliser en partie pour progresser en élaguant ce qui est un facteur de retard. Oui. Ce que Alioune Diop avait d'ailleurs développé, oui, et que les Japonais, oui, je vais peut-être y arriver après, oui, mais non, mais oui, parce que alors, et que les Japonais ont eu l'occasion, oui, n'est-ce pas, d'illustrer. Quand dans les années 1990, oui, et peut-être que c'est toujours encore le cas, sur 33 000 robots industriels existants dans le monde, et j'ai donné une conférence sur ce thème-là en 2002, en signalant qu'en 2003, les Japonais ont organisé une exposition à Tokyo qu'ils appelaient l'époque de Edo. Edo, c'était le nom que portait la ville de Tokyo entre 1603 et 1687, au XVIIe siècle. En robotique, donc, en 1990, les Japonais, sur 33 000 robots existants dans le monde, les Japonais en avaient 30 000. Et à côté du robot humanoïde de Sony, qu'ils avaient exposé, et du robot chien de Honda, ils avaient mis les poupées mécaniques des artisans japonais du XVIIe siècle qu'ils avaient exposés. Ils ont expliqué à leurs homologues occidentaux que quand la robotique, en tant que science des automatismes, dans tous les domaines, dans la production, dans le fonctionnement des systèmes, quand la robotique est apparue, sur le plan conceptuel, pour eux, la robotique n'était que la formalisation mathématique et physique de ce que leurs ancêtres, artisans, qui fabriquaient les poupées mécaniques, faisaient au XVIIe siècle. D'ailleurs, ils disaient que eux, que de temps en temps, quand ils travaillaient sur la conception des robots de Sony et de Honda, ils se replongeaient dans les plans de ces poupées mécaniques du XVIIe siècle. Alors, c'est-à-dire donc que Cheikh Anta, c'est en quelque sorte proposer une sorte d'enracinement dans les valeurs culturelles. Hein, ici, de modernité n'est pas occidentalisation. Mais alors, vous donnez l'exemple des Japonais qui ont développé leur robotique en s'inspirant de leurs poupées mécaniques du XVIIe siècle. Alors, est-ce que c'est une manière de dire que nous, les Africains, nous n'avons pas pris exemple pour eux? Par exemple, vous dites que même la notion conique de la selle à cheval, nous ne l'avons pas exploitée. Je ne sais pas comment on pourrait l'exploiter d'ailleurs. Je vais en parler de manière très simple. Oui. Cheikh Anta a parlé de notre tradition comme ressort. Évidemment, le ressort, il faut qu'il soit suffisamment souple, parce que quand il est trop rigide, il se casse. J'ai parlé, moi, de culture tremplin. Et effectivement, le ressort est un tremplin. Oui. N'est-ce pas? Avec le concept culture, artisanat, recherche et technologie. Je l'ai appelé le concept carte, que j'ai développé au sommet africain des sciences et nouvelles technologies, le deuxième organisé par le professeur Cheikh Modibo Diarra à Nouakchott en 2002. Et que j'ai exposé ici, en avril 2002, au centre, au centre Daniel Brottier. Au centre Daniel Brottier.
devant la presse de l'époque en avait parlé d'ailleurs. Quand on parle de cette selle de cheval, ayant été formé en géométrie différentielle à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, par le professeur Jean de Zibenthal dont je parlais, mais on peut se servir de l'armature d'une selle de cheval pour introduire l'enseignement de ce qu'on appelle les coniques en géométrie, c'est-à-dire l'hyperbole et la parabole. Et je l'ai fait moi, quand j'étais professeur d'école d'ingénieur à l'école supérieure interafricaine d'électricité. Je l'ai fait dans le cadre d'un cours de mécanique pour illustrer certaines notions en mécanique. Alors, on peut se servir de l'argile avec ses propriétés physiques dont tu te rappelles les Canaries, oui, qui sont sous l'ombre où l'eau est toujours fraîche, les cases qui sont toujours fraîches avec le toit de chaume dans le Sahel, l'argile du fourneau Ban Aksouf, n'est-ce pas? Le fourneau qui se refroidit lentement. Et d'ailleurs, il y a un Nigérian dont j'ai parlé dans mon livre Lumière noire de l'humanité, qui avait reçu le prix Rolex, la grande firme suisse de montres, par l'invention d'un frigidaire sans électricité, oui, à partir des propriétés de l'argile. Oui. Alors, ce que votre propos, c'est quoi? Nous n'avons pas assez expérimenté ces choses-là. Nous n'avons pas développé dans l'enseignement des sciences exactes, oui, l'interprétation avec des concepts modernes, oui, de l'héritage des techniques traditionnelles, oui, que nos ancêtres nous ont laissées. Ce qu'un collègue camerounais cher-antaïste, que je salue d'ailleurs au passage, le docteur Edouard Dine, qui est mon promotionnaire de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ce qu'il appelle les sciences perdues. Oui. Quand on a quitté l'Égypte, les techniques sont restées chez les artisans, mais la formalisation des concepts scientifiques a été perdue. Oui. Et Cheikh Anta les a ressuscités, oui, dans le livre Civilisation ou Barbarie aussi en partie. Mais quand même, quand vous rappeliez, Omar, quand tu me rappelais, quand on préparait cette émission, que les Éthiopiens, en 1896, ont battu les Italiens en transmettant des messages par le tam-tam, ça n'illustre pas tellement cela. Mais en fait, c'est le génie de Ménélique II, oui, l'empereur d'Éthiopie à l'époque, l'oncle d'Haïlé Sélassié, qui a écrasé les 25 000 soldats italiens qui venaient d'Érythrée, commandés par les généraux Baratieri et Dabormida, en utilisant le tam-tam comme système de télégraphie sans fil. Et c'est le physicien soviétique Yakov Perelman, qui est mort à 60 ans en 1942, qui en parle dans son livre La physique récréative. Lorsque les troupes italiennes ont pénétré en Éthiopie, venant d'Érythrée, l'empereur Ménélique II avait eu l'idée de poster des guetteurs à des distances suffisamment rapprochées pour que le son des tam-tams ne s'affaiblisse pas, ne se perde pas. Et ces tam-tams-là transmettaient des messages signalant au fur et à mesure la position des troupes italiennes. Et ils attendaient les troupes italiennes dans un précipice, la passe de Dogali. Oui. Et les Italiens se disaient, mais ces nègres, ces Africains, pendant que nous avançons pour leur faire leur fête, eux, ils battent du tam-tam. Or, ils étaient en train de mettre en place le principe de la télégraphie sans fil et le principe de la transmission de voix, n'est-ce pas, sans fil, qui est utilisé dans les réseaux de téléphonie mobile aujourd'hui. Et j'en parle en passant parce que en Éthiopie, en 2005, où j'ai été formé des ingénieurs éthiopiens à Ethiopia Telecommunications Corporation, le symbole de leur compagnie, c'est ce tam-tam de Ménélique, avec cette onde sonore. Très bien. Et eux ne le savaient pas. Quand je leur ai expliqué ça, ils étaient bouleversés. Très bien. Alors, dites-moi, professeur Omar Diop, alors, on voit donc l'importance culturelle, évidemment, dans la pensée de Cheikh Anta Diop, tel qu'on en parle. Mais alors, en 1996, tu étais au Canada, 10e anniversaire de la disparition du savant sénégalais, et vous avez appelé Théophile Obenga, qui est un de ses disciples. Ah oui, la photo est là. Vous avez appelé Théophile Obenga pour qu'il vous fasse un cours sur l'origine africaine de la langue de l'Égypte ancienne. Ça, évidemment. Cette photo que tu as avec toi, Sada, c'est celle avec le professeur Théophile Obenga, que le professeur Aziz Salmon Fall du Forum social mondial, qui est professeur à l'université McGill, et le docteur Aboubacar Ly, sociologue émérite, égérie du mouvement de défense des droits des femmes, et un camarade congolais, et moi-même, nous avions invité le professeur Obenga au 10e anniversaire de la mort de Cheikh Anta Diop à Montréal. Il était à Temple University pour donner une conférence à l'Université du Québec à Montréal sur le thème dont tu viens de parler. Cette même année 96,
le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs à Montréal, avait comme parrain le professeur Cheikh Anta Diop, sur la base des démarches que nous avions effectuées, le docteur Aboubakar Ly et moi-même, auprès de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs de Montréal. C'est dire donc combien nous nous réjouissons qu'aujourd'hui des jeunes aient repris le flambeau pour qu'on enseigne la pensée de Cheikh Anta Diop. Alors, est-ce que pouvez-vous réjouir, pour te reprendre comme ça, Oumar, quand Obenga, plusieurs fois cité par Léopold Sédar Senghor dans son livre Ce que je crois, alors que on connaît les divergences entre, il cite Obenga, disciple de Cheikh Anta, alors que les divergences entre Cheikh Anta et Senghor étaient quand même assez flagrantes. Dans son livre Ce que je crois, Oui. les éditions Grasset, Oui. 1988, sur lequel je suis tombé tout à fait par hasard, Oui. Senghor cite Cheikh Anta une fois ou deux, peut-être au maximum, en tout cas une fois, où il en parle indirectement en parlant de doctorants que Cheikh Anta a encadrés sur le plan de la linguistique et en parlant comme chercheur et en lui donnant raison. Peut-être une ou deux fois. Et il cite pratiquement une dizaine de fois Théophile Obenga. Or, le disciple numéro 1, cela a été réaffirmé il y a Oui. quelques jours encore quand Obenga est venu à Dakar. Oui, c'est Le Obenga. Cheikh Anta Diop. Oui. Dans le monde francophone C'est et quand dans même le monde, paradoxal, c'est Théophile cela. Obenga. Et ici au Sénégal, le professeur Diallo Diop et M. Moustapha Diop du Rassemblement national démocratique, que je te suggérerais très fortement Sada d'inviter ici pour un exposé en Wolof. N'est-ce pas? Donc c'est paradoxal que Senghor cite 7, 8, 9 fois Obenga dans ce que je crois en lui donnant raison, sur le plan de la linguistique et sur d'autres plans, Oui. en prenant pratiquement le parti de parler le moins possible Oui. de Cheikh Anta. Alors, est-ce que ce qu'on constate là peut nous amener à constater ce qui pourrait être un revers de l'histoire? Parce que quand même, en 1966, ça s'est passé à 50 ans, c'est le Festival mondial des arts nègres, n'est-ce pas? Senghor, Alioune Diop, on en parlera tout à l'heure, mais Cheikh Anta et William Dubois ont été cités comme étant les deux Noirs les plus influents de ce siècle-là. C'est ça, Cheikh Anta et Donc l'histoire rétablit les faits. Cheikh Anta et William Edgar Bogart Oui. Dubois, Oui. parce que les Américains disent Dubois, Oui, Dubois, mais bien c'est sûr. Dubois parce qu'il est d'origine haïtienne du côté de son père. Bien sûr. Cheikh Anta et Dubois ont été donc décorés comme les deux intellectuels noirs ayant eu le plus d'influence sur la pensée noire au XXe siècle. Je dirais même, dans le cas des deux, en fait, ils font partie des deux intellectuels qui ont eu le plus d'influence sur la pensée humaine tout simplement au XXe siècle. Parce que pour moi, Cheikh Anta est l'alter ego de Albert Einstein. Alors là, Tout simplement, et sur le plan politique, il est l'alter ego de Nelson Mandela. Alors là, c'est un peu le revers de Et il l'histoire. est l'alter ego aussi d'un Kwame Nkrumah. Alors, quand c'est l'histoire rétablit les faits, est-ce que ce festival, Malraux, orateur extraordinaire qui était ministre de la Culture du général de Gaulle, Malraux quand même a dit « nous voici dans l'histoire ». Le 30 mars 1966, André Malraux a dit, c'était le premier discours d'ouverture du festival. Mais il faut se rappeler que Malraux est un humaniste qui a combattu dans les brigades internationales aux côtés des républicains contre le fascisme, nazisme, qui voulait écraser la République espagnole. Bien sûr. Malraux avait écrit La condition humaine sur le soulèvement de Canton en 1927. Donc Malraux n'avait rien à voir avec celui qui est venu ici à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, sans prononcer le nom de Cheikh Anta Diop, pour dire que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Là, vous parlez du président Sarkozy. Je ne sais pas de qui tu parles, mais je sais que Malraux, en 1966, avait dit « nous voici dans l'histoire ». Or, en 1966, nous avions respectivement, toi et moi, 19 et 20 ans, nous l'avons entendu en direct à la radio. Nous ne l'inventons pas, nous ne l'avons pas lu, nous l'avions entendu. Oui. C'est cela. Alors, l'artisan, alors le premier festival des arts nègres dont on parle là, Omar, quand même, l'artisan et Alioune Diop de présence africaine, n'est-ce pas? Vous pensez, vous venez de dire tout à l'heure qu'il est aussi important qu'un Nelson Mandela, aussi important qu'un Toussaint Louverture qui a libéré Haïti? Tout à fait. Hein? Vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas parce que vous l'avez en dit dans décembre une conférence. 2013, quand j'ai eu l'honneur d'être invité par l'université Alioune Diop de Bambey, qui m'invitait d'ailleurs pour la 3e fois, pour donner une conférence à l'occasion du dévoilement de la statue du parrain, du buste d'Alioune Diop, devant, en présence de la fille
donc de Alioune Diop et de sa famille, en présence de Madame Marie-Aïda Diop Wane, oui. j'ai prononcé donc une conférence qui s'intitulait Alioune Diop, maillon emblématique de la culture entre Toussaint Louverture et Nelson Mandela. J'ai parlé des similitudes, des analogies entre les trois personnes, par-delà l'espace et le temps. La fierté, la fermeté dans la défense de leur identité, sans aucun esprit de rancune, de vengeance et de revanche. Et Alioune Diop, qui a été qualifié à juste raison par le chercheur ivoirien Théodore Gramel, qui a été qualifié de bâtisseur inconnu du monde noir. Alioune Diop à la simplicité rayonnante quand j'allais à Présence africaine, pratiquement 2 fois par semaine quand j'étais en France, à la simplicité rayonnante. Alioune Diop, dont on peut dire, comme Lamartine a dit de Toussaint Louverture, cet homme fut une nation. On peut dire de Alioune Diop, en parlant de la culture noire, cet homme fut une culture noire. Alioune Diop, qui, comme Frantz Fanon, avait pensé au rapport réciproque, au fondement sur les rapports réciproques de la culture et de la libération nationale. Alioune Diop, qui, par le premier congrès des écrivains et artistes noirs de septembre 1956, avait réalisé un Bandung culturel. Parce qu'à la conférence de Bandung en 1955, l'Afrique était officiellement absente. L'Afrique subsaharienne. Il y avait 2 délégations, du Ghana et puis du Libéria. Le Ghana n'était pas encore indépendant parce que le Ghana a eu son indépendance le 6 mars 1957 et le Libéria avait une délégation qui est passée inaperçue. Et Alioune Diop, enfin, qui était à la fois, qui avait le respect et l'amitié, à la fois de Senghor et de Cheikh Anta Diop, qui était un homme libre. Alioune Diop qui était un homme libre, comme notre ami, le professeur Ibrahima Sow, directeur du laboratoire de l'imaginaire, que je salue au passage, parce que l'imaginaire est une dimension très importante dans la culture. Et le professeur Cheikh Anta Diop et Einstein, qui disait que l'imagination est plus importante que le savoir. C'est la créativité dont parlait le professeur Cheikh Anta Diop. C'est l'aspect dont parle Alioune Diop. Et pour terminer avec Alioune Diop, l'un de ses premiers, sinon le premier article qu'il avait écrit, parce qu'Alioune Diop était parfaitement bilingue, Pulaar et Wolof, s'intitulait Ñam Nguura, on a Ñam Paya. Toi, tu es bilingue, oui. Pulaar et Wolof. S'engraisser n'est pas... Mange pour vivre. Pour te nourrir ne signifie pas mange pour t'engraisser. Alioune Diop posait le problème de la bonne gouvernance dans cet article-là. Alors, la bonne gouvernance, prise de conscience de l'homme noir, démocratie, bonne gouvernance. Alors, on en parle beaucoup, tu le dis tout à l'heure. Alors, est-ce que la révolution des Torodo, avec Tchern l'imam Souleymane Baal, 1776, c'est le 240e anniversaire aujourd'hui. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'il y a presque 250 ans, 2 siècles et demi, on a imaginé, avec les Torodo du Fouta, une bonne gouvernance extraordinaire. Pour commencer, tout à fait par hasard, comme je l'avais dit le 23 décembre 2013, j'étais tombé sur l'histoire de cette révolution, à laquelle Vincent Monteil, dans l'Islam noir, faisait allusion en 1988. Et en lisant donc le livre du professeur Sambadien sur El Hadj Omar, la perle de l'islam, il y énumérait les 7 points de la gouvernance de l'imam Souleymane Baal. Et c'était en 1998 que j'en ai parlé pour la première fois, dans le cadre d'une conférence à Montréal, devant le regroupement général des Sénégalais du Canada. Avec entre autres comme conférencier le docteur Aboubakar Ly, que je t'ai montré tout à l'heure, Barambeng, professeur d'éducation physique et maître en économie sociale, qui est condisciple de lycée, qui est au Canada depuis 1969, et le docteur Malik Babou, qui est sociologue, qui travaille aux affaires indiennes. Quand j'ai parlé des 7 points de la proclamation, parce que ces 7 points sont un résumé, c'est une citation apocryphe, c'est une citation d'une citation, dont donc, n'est-ce pas, la méritocratie, parce que dans la proclamation de l'imam Souleymane Baal, si les mots ont un sens, et j'ai retrouvé la proclamation originelle, dont la première version date de 1971. Mais il y a plusieurs versions, de toute façon. Qu'est-ce qui authentifie cette version de 71 dont La vous dernière parlez? version connue dont on avait parlé, c'est celle de 1973, dans le cadre du mémoire de maîtrise de M. Rawan Mbaye. J'en ai trouvé une autre
que je réserve pour moi parce que je suis en train d'écrire actuellement. Cette version a été traduite par un arabisant agrégé d'arabe et docteur d'État ès lettres. Et dans cette version qui date de 1971, c'est écrit même en italique. Qui a traduit cette version? J'en parlerai après le moment venu. Ah oui, d'accord. Oui. J'en parlerai après le moment venu. Oui. Parce que nous sommes dans un pays où ce sont les arguments d'autorité, de notoriété, de célébrité et de visibilité qui prennent toujours le pas sur l'objectivité, l'équité, la vérité et l'efficacité. Donc je préfère en parler après. Alors donc, dans ce contexte-là, c'est très clair que cette révolution de 1776, avec des témoignages écrits, je parle de témoignages écrits que j'ai déjà cités dans mon livre Lumière noire de l'humanité dont nous avons parlé en 2013, de Gaspard Théodore Molien en 1818, mais avant ça de Jérôme Pétion de Villeneuve en 1790, donc 14 ans après 1776, Jérôme Pétion de Villeneuve, et d'autres. Donc c'est clair que cette révolution-là est une première révolution démocratique nationale, basée sur le mérite. Quiconque d'entre vous le mérite, c'est écrit en italique dans la traduction que j'ai retrouvée de 1971. Donc c'est bien la méritocratie. Et il y a aussi une autre chose, je n'ai pas exploité jusqu'ici, Sada, le fait que moi j'ai étudié l'arabe. J'ai fait 5 ans d'arabe au lycée comme deuxième langue. Quand j'ai eu à choisir entre l'arabe et l'espagnol, la plupart d'entre nous avaient choisi l'espagnol à cause de la salsa. Mais je n'ai pas jugé bon de choisir l'espagnol parce que je faisais du latin. Très bien. C'est pour cela que je me débrouille en espagnol, à l'aide du latin et du français. Très bien. Donc j'aurais très bien pu aller dans le texte arabe. Oui. Mais là, vous ne me dites pas encore qu'est-ce qui l'authentifie par rapport aux autres textes qui existaient. Ce sont des Je tairai le nom de l'auteur, puisque vous n'êtes pas qu'on en parle. Mais voilà. Et ce sont des écrits, c'est ça qui l'authentifie? Ce sont des écrits. Oui. Ah, des écrits. Oui, qui l'authentifient. Ah oui, d'accord. Et le discours de Jérôme Pétion de Villeneuve, que j'ai cité ici, de 1790, qui est dans mon livre, c'est un discours qui est écrit. Ça a été prononcé à l'Assemblée nationale française. Le livre de... Mais ça ne donne pas moins de valeur aux autres textes qui existent quand même. Ça ne diminue pas leur valeur. Non, absolument pas. Ah oui, absolument pas. Je voulais dire qu'à ma connaissance, la traduction arabe la plus ancienne que je connaisse date de 1971. D'accord, très bien. Et ce n'est que récemment que j'ai découvert cela. Oui. Et puis il y a même des erreurs. Torodo ne vient pas forcément du Fouta Toro aussi en même temps. Ce n'est pas moi, c'est le professeur Oumar Khan qui dit parmi les hypothèses qu'il a avancées dans son livre, qui est d'ailleurs un monument que je recommanderais à tout Sénégalais et à tout Halpulaar. Le Fouta Toro des Satigui aux Almami de 1512 à 1806. C'est entre autres hypothèses émises par le professeur Oumar Khan, l'idée que le mot torodo, viendrait de torade, torade qui veut dire en fait dans les autres langues pulaar du Massina et du Fouta Jalon qui veut dire demander à Dieu. Ou bien tourade, se baisser parce que pour prier on se baisse. Ce sont des hypothèses émises par le professeur Oumar Khan. Il se trouve aussi, et c'est ce qui explique d'ailleurs le caractère, même si c'était des élections au suffrage direct, un homme, une voix, comme Nelson Mandela le revendiquait. Même si c'était le suffrage direct, à l'époque, avec la composition de la population du Fouta, ce qu'on appelle les Torodo, numériquement, était le groupe le plus important. C'était le groupe des paysans, agriculteurs et lettrés. Ils étaient alphabétisés, lettrés en islam, paysans et agriculteurs, ils étaient les plus nombreux. Les pêcheurs étaient moins nombreux qu'eux, les artisans, les Nyangbe étaient moins nombreux qu'eux, les pêcheurs, les Soubalbe étaient moins nombreux qu'eux. Donc même si c'était un homme, une voix, n'est-ce pas, ça aurait été parfaitement démocratique. Mais le problème, c'est qu'entre eux, il y avait une stratification parce que il y avait 9 grands électeurs, des grands dignitaires, qui faisaient et défaisaient l'Almami. Et contrairement à cet article d'aujourd'hui, dans lequel il y a une photo de confusion, on a mis la photo de Cheikh Moussa Camara. En parlant de l'Almami Souleymane Baal, on a mis la photo de Cheikh Moussa Camara qui est mort en 1945, qui a écrit le Zuhurul Basatin, fils d'Arikhi Sawadin, Florilège au jardin de l'histoire des Noirs. Alors qu'on parle de l'Almami Souleymane Baal, on pourrait croire que c'est la photo de l'Almami Souleymane Baal. Or, il n'en est rien. Donc je reviens à cette stratification où il y avait 9 grands électeurs, n'est-ce pas, qu'on appelait Djagordi, les Djagordi, le singulier c'est Djagorgal, alors qu'en fait, démocratiquement, tout torodo ordinaire était un électeur, n'est-ce pas?
Donc c'est ce qui explique que l'essentiel, j'ai la liste ici, Sada avec moi, que j'aurais pu présenter, la liste des Almamis du Fouta, depuis 1806, l'Almami Abdoul, jusqu'au dernier, l'Almami Mamadou Ly, je crois, en 1881, qui a été débarqué par les Français. Liste qui se trouve dans un livre que j'ai eu en 1900, qui date de 1969. La majorité des Almamis appartenaient à deux familles, d'ailleurs, qui sont des familles alliées, les Ly et les Wan. La majorité des Almamis étaient des Ly et des Wan. Dans toutes les autres familles Torodo, il y a eu au moins un Almami, mais l'écrasante majorité, c'était des Ly et des Wan. D'ailleurs, dans la revue sénégalaise d'histoire de juin 1981, on parle donc d'une guerre, de 3 guerres qui auraient opposé les deux familles, pourtant consanguines, Ly et Wan, et qui ont affaibli l'Almamia. Et quand on dit ici dans l'article que c'était la règle des 2 mandats, mais un Almami comme l'Almami Youssouf Siré Abali, je pourrais te montrer tout à l'heure la liste des Almamis, il a été au moins 7 ou 8 fois Almami. Pourquoi cette instabilité? Parce que les grands électeurs pouvaient élire et destituer l'Almami quand ils voulaient. C'était le caractère éminemment démocratique du régime, mais en même temps éminemment instable. D'ailleurs, Gaspard Molien, qui est passé au Fouta en 1818, disait que ces gens-là, on ne peut pas se fier à la parole de leurs dirigeants, parce qu'ils se réveillent un matin, ils le destituent. Et vous dites que cette... de toute façon, voilà, donc cette démocratie a été dévoyée. Elle a été dévoyée. C'est pour cela qu'elle a été affaiblie. Oui. Et que quand Eliman Bouakar Kane est mort en 1851, le Wallo a été soumis en 1855, le Fouta Tora a été dépecé au fur et à mesure jusqu'à la déchéance par les Français du dernier Almami Mamadou Ly et jusqu'à l'assassinat du dernier Almami de fait qui avait pris ses responsabilités, qui est Aboul Bouakar Kane, en 1890. Il faut quand même signaler sur ce sujet le livre que vient de sortir Mamadou Yourissal, que j'ai lu, sur la révolution des Torodo avec l'Almami Thierno Souleymane Baal. C'est un très bon livre, c'est un très bon livre, bien et qui permet de connaître l'Almami Souleymane Baal. Il faut le féliciter, il faut le féliciter et se réjouir, surtout pour nous qui ne sommes pas des historiens, qui sommes des historiophiles, nous aimons l'histoire. Mais l'histoire pour nous est une arme de combat politique parce que nous sommes des cheikhantaïstes. Parce qu'un peuple qui n'a pas de conscience historique n'est qu'une population. N'est qu'une population. Un peuple qui n'a pas de conscience historique n'est qu'une population. Ce n'est pas exactement dans ces termes que Cheikh Anta le dit, dans Civilisation ou Barbarie, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et Karl Marx le dit dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Les hommes ne font pas l'histoire dans des conditions arbitrairement et directement déterminées par eux, mais directement donné et hérité de l'histoire. Et c'est très important parce que quand Cheikh Anta avait voulu ajouter qu'à la lutte des classes comme moteur de l'histoire, il y avait aussi le progrès scientifique et technologique qu'il fallait ajouter, des intellectuels marxistes ayant oublié de soigner leur formation historique se sont attaqués à lui. Or, l'histoire, avec les développements immatériels extraordinaires, dont Cheikh Anta avait parlé quand il avait parlé d'usines automatisées. Et il lui a donné raison. Alors, l'histoire est une arme de combat. Oui. Alors, nous restons avec donc cette révolution des Torobé, n'est-ce pas, de 1776, 240 ans aujourd'hui. Alors, sur la bonne gouvernance, il y a le document célèbre, la charte du Mandé de Karkamfouga, n'est-ce pas? Cette charte en 1236 existe depuis cette date, c'est ce qu'on retient. Mais, alors, Cheikh Anta, vous me dites, n'en a pas parlé, même dans son livre, L'Afrique noire précoloniale. Dans l'Afrique noire précoloniale que j'ai ici, j'ai eu beau fouiller, je n'ai pas trouvé la charte de Karkamfouga. Par contre, j'ai trouvé l'Afrique noire précoloniale que voici. Je vais peut-être fouiller encore pour voir si je ne me suis pas trompé, si je n'ai pas été assez vigilant. Mais je n'ai pas vu de mention de Karkamfouga. Par contre, j'ai vu qu'on a parlé du conflit entre Soundiata Keïta et Soumaoro Kanté. Et on a parlé donc du peuple de Soumaoro Kanté, les Soso, que Cheikh Anta appelle les Soussous. Ça, je l'ai vu dans le livre de Cheikh Anta. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu dans le livre L'Afrique noire précoloniale. Oui. Alors, cette charte, quand même, moi je me rappelle, il y a le CELTO, je pense que c'est le Centre d'études des langues. Dans le Centre d'études linguistiques. Oui, des traditions orales. Par l'histoire et les traditions orales. Voilà.
Donc, ils ont sorti un livre qui m'avait permis d'ailleurs à l'époque de faire une émission avec Djibril Tamsir Niane. Mais aujourd'hui, si on parle de Youssouf Tata Cissé, qui est mort en 2013, lui, il ignore pratiquement cette charte. Alors, voilà, la charte du Mandé, du serment des chasseurs à l'abolition de l'esclavage, lui, cette charte, il l'ignore. Dans ce livre de Youssouf Tata Cissé, oui. tome 1, la charte du Mandin, oui. Youssouf Tata Cissé, c'est très important. Il est ethnologue et chercheur au CNRS. Oui. Et j'ai dit au départ que Cheikh Anta ne parlait pas d'ethnologie. Ce que le professeur Obenga a répété ici. Cheikh Anta parle de nation. Youssouf Tata Cissé est ethnologue. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous avez beau aller dans l'index, et j'y ai été et j'ai fouillé. Kouroukan Fouga, le mot Kouroukan Fouga n'y figure pas. Le nom propre Kouroukan Fouga n'y figure pas. Oui. La charte de Kouroukan Fouga, telle qu'exposée en 2008 par le CELTO, nous y reviendrons, je n'ai pas encore fini avec le livre de Youssouf Tata, n'y figure pas. Pour lui, c'est le serment des chasseurs de 1222, qui est la charte du Manding, pour Youssouf Tata Cissé. Ensuite, pour les traditionalistes, c'est le traditionaliste Wakami Soko qui figure dans le livre de Youssouf Tata Cissé. L'autre traditionaliste connu des Maliens, Bazoumana Sissoko, le guitariste aveugle, ne figure pas dans le livre de Youssouf Tata Cissé. Djibril Tamsir Niane ne figure pas dans le livre de Youssouf Tata Cissé. Joseph Kizerbo n'y figure pas. Ampateba. Amadou Ampateba n'y figure pas, qui a écrit Aspect de la civilisation africaine. Ampaté d'ailleurs, qui soit dit en passant, c'est l'occasion de rectifier quelque chose. Ampaté avait dit qu'en Afrique, quand un vieillard initié meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Initié. Initié. Or, on dit toujours quand un vieillard meurt. Non, Ampaté a dit quand un vieillard initié. Et j'ai eu le privilège de rencontrer Amadou Ampateba à Marcouri en sa demeure en 1982. Parce qu'une de ses nièces était mariée à un de mes collègues. Mais un vieillard initié. Feu Amadou Ali Dieng, le professeur Amadou Ali Dieng, disait toujours ce n'est pas tout vieillard n'est pas une bibliothèque. C'est un peu ce que vous dites. Et Cheikh Anta avait parlé de ce problème-là déjà. Mais donc Amadou Ampateba est absent de ce livre de Youssouf Tata Cissé. Joseph Kizerbo en est absent. Djibril Tamsir Niane en est absent. Et d'autres et d'autres. Bien, ça ce n'est qu'un constat. Ensuite, ce livre est paru en 2015. Mais avant ça, la revue Géo, que vous avez ici, vous pouvez la montrer. La revue Géo, de janvier 2002, il y a un article de Youssouf Tata Cissé de janvier 2002, la revue Géo, numéro 275, un article qui s'appelle Mali magique, dans lequel, n'est-ce pas, on a l'essentiel de ce qui a été développé en détail ici, dans le livre de Youssouf Tata Cissé, où on apprend quand même quelque chose d'autre d'intéressant dans ce livre-là, indépendamment du fait que, bon, Soumaoro Kanté est absent est présent ici, mais de façon, je dirais, négative, tous les autres sont absents, Kouroukan Fouga est absent d'ici. On apprend quand même qu'au 8e siècle, lorsque les Arabes ont envahi la France avant leur défaite dans le Poitou devant Charles Martel en 732, qu'il y avait des Noirs dans ces troupes-là, et que ces Noirs-là venaient du Manding. Oui, et que jusqu'à maintenant, et c'est vrai, Youssouf Tata Cissé a raison, jusqu'à maintenant dans le Poitou, en France, il y a des gens qui s'appellent Berthet, Cissé, Faye, Guissé, Koné et Sako. Il a raison. Et Koné, j'ai retrouvé Koné chez les Québécois, descendants de Canadiens français au Québec. Mais dites-moi, dans ce livre, il donne aussi la parole, c'est important, à des curieux qui sont défavorables à Soumaoro Kanté. Non, c'est son interprétation, parce que dans le dernier livre que nous allons montrer, il y a des paroles de Wakami Soko qui ont été interprétées de manière différente selon qu'il s'agit de Youssouf Tata Cissé ou du dernier livre que nous allons montrer. Mais le plus important, c'est l'absence de l'autre traditionnaliste chez Youssouf Tata Cissé, c'est-à-dire Bazoumana Sissoko. Peut-être qu'ils apparaîtront, peut-être que toutes ces absences-là apparaîtront dans le tome 2 du livre de Youssouf Tata Cissé sur la charte du Manding. On n'en sait rien. Ça, c'est le tome 1 qui est paru à titre posthume. Oui, donc peut-être attendre le tome 2 avant de se prononcer. Avant de se prononcer. Mais pour le moment, dans le tome 1, la charte du Mandé, pour résumer, pour lui, c'est le serment des chasseurs de 1222. Or, pour tous les autres, le serment des chasseurs, c'est 1222, qui n'est pas, n'est-ce pas, le même que la charte de Kouroukan Fouga de 1236. D'ailleurs, ça nous permet peut-être d'enchaîner
avec le CELTO. Oui, c'est ça qui a... Lors de son colloque de 2008, oui, organisé à Niamey, oui, le centre d'études des linguistiques langues et traditions orales. Le centre d'études linguistiques par l'histoire et la tradition orale. On va voir CELTO, ça à l'image un peu. Oui, la charte de Kouroukanfouga aux sources d'une pensée, oui, politique en Afrique, oui, éditée par l'Harmattan, sous le patronage du ministère malien de la Culture et de l'ACALAN, l'Académie des langues nationales, dont le siège est à Bamako. Ça, c'est en 2008. Youssouf Tata Cissé était encore vivant. Oui. Il n'était pas présent. Oui. Il n'était pas présent. Mais ce livre a été pour moi l'occasion de faire une émission avec Djibril Tamsir Niane. Mais c'est une charte vraiment qui était démocratique, vraiment, qui assurait la bonne gouvernance, protéger la femme, protéger l'orphelin, tout est relatif tout le monde à travailler. Parce qu'il y a plusieurs points de vue ici, oui, dans, oui, cette charte. Djibril Tamsir Niane lui-même, oui, appelle à tempérer, oui, les jugements négatifs qui ont pu être portés, sur Soumaoro Kanté et qui pourraient porter ombrage à sa descendance et qu'il faut relativiser, qu'il faut replacer dans le cadre d'un conflit politique, d'un conflit pour le pouvoir entre deux familles à une époque donnée, et que la transmission orale a véhiculé selon donc le point de vue du vainqueur. Le fameux adage qui dit que tant que les lions n'auront pas d'historiens, les histoires de chasse glorifieront les chasseurs. Oui, bien sûr. Il se trouve que donc Djibril Tamsir Niane a appelé à relativiser ça. Il l'avait déjà fait d'ailleurs dans l'histoire générale de l'Afrique, de l'UNESCO, dont j'ai oublié de parler, et que ne mentionne pas Youssouf Tata Cissé, dans le volume 4 de l'histoire générale de l'Afrique. Donc Djibril Tamsir Niane est le premier. Vous semblez dire que Youssouf Tata Cissé a fait un parti pris. Je constate, et j'ai dit pour le moment que c'est, oui, dans le tome 1. On verra bien dans le tome 2, mais je constate, oui, tout simplement, oui, qu'il est le seul, oui, à avoir eu cette option-là, oui, cette, oui, démarche-là. Oui. D'accord, oui. Et donc, Djibril Tamsir Niane dit qu'il faudrait en fait nuancer. Et Raphaël Ndiaye, oui, qui lui est chrétien, oui, et sérère, oui, directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor, oui, ne dit pas autre chose qu'il faut équilibrer et nuancer les jugements relatifs à Soundiata Keïta et à Soumaoro Kanté, d'une part et d'autre part, et aussi qu'il faut rappeler certains. Et il dit que c'est très important donc d'avoir une vision équilibrée. Oui. Parce que dans Kouroukanfouga, ce qui s'est passé, c'est que tu n'es pas sans savoir que la société a été divisée en catégories d'âge et des catégories sociales. Oui. Et les marabouts, donc dont descendrait Youssouf Tata Cissé, il parle de son ancêtre ici, Bougariba Cissé, qui a parlé, oui, avec Soundiata. Oui. Il y a les Cissé, le clan des marabouts, les Bérétés, les Diané, les Koumma, n'est-ce pas, et les Touré, les 5 clans. C'est d'ailleurs Salif Keita, le descendant de Soundiata Keita, quand il chante, tu l'entends dire en Bambara, Touré Mandim Moro, Cissé Mandim Moro. Touré Marabou Mandeng, Cissé Marabou Mandeng. Ensuite, il y a les hommes de métier, les Nyamakala, ou ceux que les Halpulaar appellent les Nyende, oui, que les Wolofs appellent les Nyeno, qui sont les artisans, qui sont les descendants donc de Soumaoro Kanté, auquel on a interdit tout accès au pouvoir à partir de là. C'est Siri Abasso qui le dit en 1913 dans les chroniques du Fouta. C'est à partir de là qu'il leur a été interdit d'accéder au pouvoir. N'est-ce pas? Il y a aussi d'autres clans et d'autres couches sociales. Il y avait des esclaves aussi. L'esclavage n'a pas été supprimé. On parle dans la charte de Kouroukanfouga de la manière humaine dont il faudrait traiter ces esclaves. Tu l'as vu. Donc, cette Kouroukanfouga, il y a 780 ans, n'est-ce pas? Et cette charte. Et à côté, dans le document du CELTO, il y a le serment des chasseurs de 1222, oui, dont parle Youssouf Tata Cissé. Oui. Donc Youssouf Tata Cissé considère que seul ce serment constitue la charte du Manding. Or, oui, ici, les deux documents sont là. La charte de Kouroukanfouga, oui, en 1236. Et le serment des chasseurs. Et le dernier, oui, ouvrage, oui, sur cette affaire, d'un descendant direct de Soumaoro Kanté. Voilà, c'est ça. Muntaka Fane Kanteka. Voilà, Kanteka, c'est ce nom-là, Kanteka. Parce que Fane et oui, Kanté signifient la même chose en Bambara. C'est comme Kan et Diallo chez les Halpulaar. Oui. Kanteka veut dire le descendant de Kanté.
Il s'assume directement en tant que descendant de Soumaoro Kanté. Oui. Et dans son livre, à la page 210 ici... Lui, il prouve l'existence de la charte, lui. Non, mais il critique la charte. Oui. Il critique la charte et il critique l'interprétation qui en est faite. Et il critique aussi le fait qu'on ait traduit d'une certaine manière certaines phrases de Wakamisoko. Lui, il est de langue maternelle Bambara, exactement comme Youssouf Tata Cissé. Peut-être encore plus que Youssouf Tata, parce que lui, il est Bambara. Youssouf Tata est Soninké. Même si Youssouf Tata est de langue Bambara. Donc, Muntaga Fane Kanteka, son livre mérite d'être lu. Parce qu'il précise beaucoup de choses. Il rectifie beaucoup de choses. Il est à Bamako. Et ce serait une très bonne chose de parler avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de manques. Même chez les Kizerbo, même chez les Djibril Tamsir Niane, que lui complète avec des informations précises. Oui. Et pour les traditionalistes, il parle de Bazoumana Sissoko, le guitariste aveugle. Oui. Alors, mais Oumar, parce que l'importance de cette charte-là, que ce soit la charte, que ce soit le serment des chasseurs, c'est que, vous savez, j'ai entendu quelqu'un comme Cheikh Hamidou Kane dire on n'a pas attendu les Blancs pour avoir nos systèmes démocratiques, la révolution des taureaux, c'est-à-dire nos sociétés étaient organisées. On connaissait la démocratie, c'est peut-être... Il a raison de dire nous avions effectivement une démocratie différente, oui. Mais qui était à l'état embryonnaire, oui. Avec Kouroukan Fouga, si tant est que Kouroukan Fouga n'a jamais été appliqué. Oui. Et ensuite, s'il n'y avait pas eu le détournement, la déviation de la révolution taureau. Oui. D'accord. La preuve, c'est qu'après Kouroukan Fouga, l'esclavage a perduré au Mali. Oui. Et ensuite, les royaumes mandingues, donc quand leurs successeurs, les royaumes Bambara, sont devenus des royaumes esclavagistes, pourvoyeurs en première ligne de la traite négrière atlantique. Et ces royaumes aussi mandingues au Moyen-Âge, le pèlerinage de Kankan Moussa en 1324, étaient des royaumes pourvoyeurs d'esclaves pour la traite orientale. Ibn Battuta en témoigne dans son livre Voyage au Soudan. C'est un document écrit. J'ai ce livre-là, Voyage au Soudan de Ibn Battuta, en 1352. C'était à l'époque du Mansa Souleymane. Et l'esclavage n'a été aboli en Mauritanie, chez les Maures de Mauritanie, qu'en 1980. Et l'une des armes que les Maures ont utilisées contre les Halpulaar, même si c'était de mauvaise foi, c'était de leur dire, mais vous avez aussi des esclaves, vous. Même si c'est de la mauvaise foi. Donc l'esclavage a été aboli, certes, par la traite négrière, parce que ça c'est la traite atlantique. C'était une révolution mondiale. La loi Souleymane Baal et Abdul Kader, c'était une première mondiale. On abolit la traite négrière. C'était la première fois. Mais l'esclavage domestique est resté. Oui, bien sûr. Et c'est resté dans les têtes aussi. Donc il est très important de souligner ce fait-là. Ensuite, la Magna Carta, la grande charte anglaise, à laquelle on aime se comparer, mais elle a évolué d'une façon différente. Les barons avaient empêché Jean Santerre d'entrer dans Londres en 1215 pour réduire ses pouvoirs. C'est comme ça qu'ils ont obtenu des parlements. À un moment donné, les Anglais ont eu une république avec Cromwell. Après cela, ils sont arrivés à l'habeas corpus en latin, qui veut dire, moi j'ai fait 7 ans de latin, ça. Habeas corpus, ça veut dire tu as ton corps. N'est-ce pas? L'habeas corpus en 1685, après à la constitution anglaise non écrite, avec une succession de billes et de lois, qui a abouti à la démocratie anglaise. Donc les cheminements ont été différents. Non seulement la Magna Carta, on dit même la Déclaration des droits de l'homme, là aussi, non plus, on ne nous apprend rien. C'est ça que Celle les gens de disent. 1789, 1776, c'est 13 ans avant 1789. C'est pour ça que Gaspard Mollien, qui est passé au Fouta en 1818, je le dis dans mon livre, Mollien dit que rien n'ôtera de l'idée des poules, c'est-à-dire des Halpulaar, que ce sont eux qui nous ont inspiré la Déclaration des droits de l'homme. Je le dis dans mon premier livre ici, qu'on avait montré lors de notre première émission en 2013. Le deuxième, dont nous n'avons jamais parlé, mais que j'ai écrit en 1998. Les inventions des Noirs. En 1998 à Montréal. Les Inventeur héros noir. Très bien. Voilà. Là, nous arrivons à la fin de l'émission, mais quand même dire que toutes cette charte, ces points quand même importants. On a commencé par Cheikh Anta, dire que, eh bien, tous ces gens qui défendent la culture noire, qui défendent les valeurs noires, vous êtes dans cette lignée avec ce que vous publiez, Omar, tous ces gens ont bien raison. On a une histoire, c'est vrai, et on a fait des choses considérables. Peut-être ensuite on ne les a pas
conservés, on ne les a pas améliorés, on ne les a pas gardés. Absolument. Peut-être, c'est ça la Absolument. question. Qu'est-ce qu'on a fait de ce qui a été produit d'important? C'est bien ça la vraie question. C'est ça la vraie C'est question. bien ça la vraie question. Et c'est la même question qui se pose aussi avec la pensée de Cheikh Anta Diop. C'est bien ça la vraie, la vraie question qui se pose aussi avec la pensée de Cheikh Anta Diop. Voilà. C'est bien ça. Tu as parfaitement raison, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci d'être venu encore une fois sur ce plateau. C'est de ça. Nous entretenir de ces questions-là. Merci, je vous remercie. Sad. Je rappelle que Oumar Dioum, vous êtes donc, vous précisez, historien des sciences exactes. Bon, je suis docteur en mathématiques de l'ingénieur. Je sais. Je suis docteur en économétrie. Je sais. Je suis professeur d'école d'ingénieur. Très bien. Je suis diplômé de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Très bien. J'ai enseigné dans les écoles d'ingénieurs de 1979 à 2012. Voilà. Avec des interruptions, donc j'ai travaillé dans le secteur privé. Très bien. Dans les universités, j'y ai travaillé 2 fois. Et historien des sciences exactes. En 79 et en 93, 79 ici, oui. à l'université de Dakar. Oui. Et puis, où j'ai introduit la gestion de projet en 79. Très bien. Et puis à l'Université du Québec à Montréal en 93 où j'avais enseigné la statistique pendant que je travaillais dans le secteur privé. Voilà. Je vous remercie. Merci de revenir sur ce plateau. Je vous accueille en frère, en ami. Comme vous dites, nous avons grandi ensemble à Médina. Merci. Je suis toujours heureux de vous recevoir dans mes émissions. Merci, Sarah. Merci infiniment. Quant à vous, madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention pendant 1 heure. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de l'entretien. Au revoir.